Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon émission Franchiser le Cap, l'émission de podcast qui présente les meilleurs réseaux de franchise ainsi que les plus belles réussites. Si vous rêvez de créer votre entreprise mais que vous n'avez pas d'idée, j'ai peut-être une pépite pour vous. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit rectangle rouge juste en bas à droite de la vidéo. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver cette émission directement sur toutes mes chaînes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, etc. pour le format audio. N'oubliez pas aussi que vous avez tous les liens en description pour candidater, réserver, prendre un rendez-vous si la franchise que je vais vous présenter vous intéresse. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Maxime. Bienvenue Maxime. Merci Geoffrey. Ça va ? Ouais, impeccable, et toi ? Très bien, merci. Et donc tu vas nous parler de ton concept, Mamat, qui est donc une franchise de boulangerie, mais pas que. Donc je te laisse te présenter et nous parler un petit peu plus en détail de ton concept. Eh ben écoute, merci pour l'invitation. Alors Mamat, c'est pas un concept qui est né comme ça rapidement, c'est une évolution de parcours. Je suis boulanger-pâtissier, j'ai toujours travaillé dans cet univers et j'ai créé une boîte dans ma vie en 2009. Ça a commencé sur les marchés de ma région, je vendais du pain et pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui, des bakeries à l'anglo-saxonne, parce que le mot bakery est important parce que dans les pays anglo-saxons, on consomme la boulangerie dans le magasin. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire dès 2016. On a commencé à hybrider les métiers de la boulangerie. Donc aujourd'hui, on travaille autour de 3 métiers différents, que sont le métier de la boulangerie-pâtisserie, le métier de la restauration type brunch, en tout cas anglo-saxonne, et le métier du coffee shop, pour les goûter notamment l'après-midi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant dans ton concept, c'est ce côté hybride justement. Tu ne vends pas que du pain, tu as vraiment tu me disais, tout le panel de la boulangerie justement. Tout à fait, on rentre chez nous, on a des rayons de boulangerie-pâtisserie traditionnelle, avec une offre pour Mamat, bien sûr. On essaie d'être différenciant aussi dans les produits. Et après, vous avez tout un univers avec un vrai bar, parce que le coffee shop représente une grosse part maintenant de notre activité, avec des vraies cuisines où on envoie des petits plats minutes sur de la cuisine d'assemblage, pas très complexe, mais voilà, on fabrique à la minute et on amène à table des petits plats chauds également. Et puis on ouvre sur des univers de 300, 400 mètres carrés, avec une centaine de places assises. Donc voilà, des lieux de vie, des vrais lieux de vie grands où les gens viennent chez nous pour travailler, pour draguer, pour faire un brunch entre amis, pour manger rapidement un sandwich à emporter aussi, parce qu'on a aussi la vente à emporter. Ce qui fait qu'on a vraiment une clientèle du matin 7h jusqu'au soir 20h et assez large et diversifiée. Ouais, génial. Le goûter du dimanche après-midi, comme tu me disais. Tout à fait. Donc tu as vraiment voulu réinventer en fait la boulangerie et proposer tout un écosystème autour en fait. C'est ça. En fait, en 2016, j'avais déjà compris quelque chose, c'est que le pain, c'est quelque chose qui quand même baisse en consommation en pourcentage dans les ménages. Il y a 100 ans, le pain, même il y a 70 ans, c'était un aliment de base. Aujourd'hui, c'est un aliment d'accompagnement d'un repas. Et j'ai commencé à hybrider un petit peu en me disant la boulangerie va devenir un métier d'accompagnement d'autres métiers. Et c'est comme ça qu'on a mis en 2016 20 places assises ou 30 places assises dans une boulangerie. À l'époque, il n'y en avait presque pas, ça n'existait pas. Et puis, au fil en aiguille, ça a cartonné. Donc, on est allé sur des espaces de plus en plus grands et sur de plus en plus d'hybridation. Voilà. Par contre, on avait quand même un objectif, c'était de faire les choses bien. Donc, on ne s'est pas lancé dans un métier sans être sûr que ça correspondait à une cible, à une attente et à un positionnement de qualité, parce qu'on a une ADN qualitative plus que quantitative. On ne va pas chercher du prix à tout prix chez Mamat. On va vraiment essayer d'être dans le plaisir. Et c'est pour ça qu'une des baselines de Mamat, c'est lieu de vie et d'envie. Parce que j'ai un objectif, c'est que les gens ne viennent pas chez moi juste par besoin, mais par envie. Voilà. Et voilà un petit peu comment est née cette hybridation. Génial. Et c'est plutôt une réussite, parce qu'on en parlait en off justement tout à l'heure, et j'étais assez impressionné de la répartition de ton chiffre d'affaires. Parce que c'est vrai que en tant que candidat à la franchise, on arrive, on se dit j'aimerais peut-être ouvrir une boulangerie, qui est un secteur très porteur et qui fonctionne très bien en France. Mais par contre, quand j'ai connu ta ventilation de répartition de chiffre d'affaires sur la partie boulangerie, j'étais assez impressionné. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, c'est là où je me suis même presque fait absorber par l'hybridation, parce que je ne pensais pas au démarrage que ça allait prendre une telle ampleur. Alors aujourd'hui, on voit qu'on est en plein dans le tempo, parce que toutes les boulangeries aujourd'hui s'hybrident.
aujourd'hui, nous, l'univers de la boulangerie-pâtisserie, donc le pain, la viennoiserie et les gâteaux, représente en moyenne 35% de mon chiffre d'affaires. Ok. Ce qui est peu pour une boulangerie-pâtisserie à proprement dit. Carrément. Après, derrière, on a la restauration qui va prendre environ 40% du chiffre d'affaires. Et là, j'y mets dedans les brunchs à volonté, qui est un temps fort chez nous. C'est le dimanche matin. Ça représente presque 10% à lui seul, le brunch à volonté D'accord. du chiffre. Et là, on devient vraiment lieu de destination. En plus, presque comme un restaurant. On a des gens qui réservent sur un site de réservation. Et puis le reste, c'est la boisson, le coffee shop, qui représente entre 20 et 30 du chiffre d'affaires. En fonction, après, il peut y avoir un peu de variation en fonction des implantations. Mais voilà, donc on a vraiment 3 univers complètement autonomes et qui génèrent à eux des chiffres d'affaires assez impressionnants. Ouais, et c'est ce qui m'a étonné justement, c'est ce 20-25% de boissons, comme tu le dis, parce qu'il y a d'excellentes marges, on le sait aussi sur les boissons. Mais ce que j'aime bien, moi, dans ce côté hybride, je le vois aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que chaque pan de cette hybridation alimente l'autre. C'est-à-dire qu'on peut du coup venir chercher son pain et en fait avoir envie de consommer sur place une boisson ou un déjeuner, ou on déjeune, on embarque le pain pour l'après-midi. Tout à fait. Ça, vous l'avez vraiment vu dans la... Oui. Alors, c'est un peu moins le cas quand on s'installe en hyper centre-ville, parce que quelqu'un qui vient prendre un goûter ou un petit déj le matin, il va pas trop prendre son pain et se balader avec sa baguette toute la journée. Un peu plus sur le goûter, parce que c'est l'heure où on rentre chez soi et on va... Mais oui, il y a tout à fait il y a vraiment beaucoup de... tout se mélange en fait, les univers se mélangent. On a des clients qui restent une journée entière chez Mamat pour bosser. En fait, c'est leur bureau. Et puis le matin, ils vont prendre 2-3 cafés, peut-être un avocado toast ou une tartine d'œufs brouillés. Et puis le midi, ils vont faire un déj sur le pouce. Et puis l'après-midi, ils vont prendre une boisson chaude gourmande. Et voilà, on a vraiment des gens. Ou alors, ils vont se faire rejoindre par 2 copines. Et puis ça va partir en goûter entre copines. Donc ouais, on a cette chance aujourd'hui d'avoir aussi... alors, malheureusement, le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais on sait qu'on a un secteur de la restauration traditionnelle qui est en grande souffrance aujourd'hui, de par l'inflation, le ticket moyen qui explose, peut-être aussi un peu de manque de réinvention dans certains restaurants aussi. Oui. Et nous, on va toucher le plat minute chaud à 12 €. Et donc, on va pouvoir... on aspire un petit peu cette clientèle-là. Voilà. Tant mieux pour nous, mais... Bien sûr, ça répond vraiment, je le vois, à un besoin de pouvoir encore se faire plaisir, aller manger à table, servi à table, mais pour pas trop cher, avec quand même des produits de qualité. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment ton positionnement, quoi. Exactement. Alors, on va pas aller... on fait pas du filet de bar, on fait pas... Voilà, on a une restauration très anglo-saxonne. C'est des grilled cheese, c'est des petits egg toast avec des œufs, une petite sauce Mamat. On va y mettre une petite poitrine fumée au-dessus. Voilà, ça va être des choses assez simples. On va travailler le pastrami, on va travailler un peu tendance aussi. Et puis, effectivement, c'est chaud, c'est fait minute, c'est servi à table. On a digitalisé malgré tout la prise de commande parce que pour réussir à garder des prix cohérents, il faut aussi qu'on digitalise un petit peu les choses. Et puis, ça correspond vraiment aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Se faire plaisir pour pas trop cher, dans un cadre très sympa, parce qu'on met le paquet sur les lieux. Et voilà. Donc, super. Donc, moyen aussi de fidéliser. Donc, des points d'entrée multiples, soit par la boulangerie, soit par la restauration, soit par la boisson. Et du coup, fidéliser aussi la clientèle. Quelqu'un qui vient peut-être boire son chocolat chaud viendra peut-être quelques jours plus tard acheter son pain, etc. Exactement. Et moi, je vois dans certains concepts où on enlève les prises pour pas que les gens se connectent le matin, parce qu'on se dit on va manquer de place assise. Mais en fait, pour moi, c'est une erreur fondamentale, parce que quelqu'un qui va venir effectivement prendre une table pendant 3 heures avec un café et il va rien consommer d'autre effectivement ce jour-là, mais il va trouver le lieu sympa, l'ambiance sympa, et il reviendra pour un brunch à 4 et où il reviendra prendre un goûter. Ça va devenir ce que Starbucks a très bien réussi à faire, ce qu'ils appellent le 3e lieu. Vous avez le domicile, vous avez le travail et vous avez Starbucks. Et maintenant, vous avez Mamat. Voilà. Donc un concept français. Français, et puis avec une offre plus tendance, parce que je pense que Starbucks, même si ce sont des gens qui ont fait des choses extraordinaires, se sont pas assez réinventés vite, notamment sur la partie alimentaire, parce que, voilà, après, mais voilà, on offre quelque chose de peut-être plus complet et plus poussé dans l'expérience. Ok, super. Et maintenant, du coup, alors,
On a parlé du coup de cette répartition un peu de chiffre d'affaires, des choses simples, des boissons, du pain. On va s'intéresser peut-être un peu aux KPI de gens qui envisageraient d'ouvrir une franchise Mamat et de rejoindre. J'imagine qu'il doit y avoir quand même de très bonnes marges aussi sur ce type peut-être de produits. Aujourd'hui, alors là on va parler vraiment de tous les KPI qui nous intéressent. Aujourd'hui, ouvrir un Mamat, quel est l'investissement, quel est le droit d'entrée, quelle est la marge qu'on peut attendre voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ça? Eh bien, avec plaisir. Alors, Mamat, c'est des gros bébés. Donc, c'est des magasins qui coûtent un peu d'argent au lancement, puisque c'est 300 mètres carrés, une centaine de places assises. On est en train d'avoir un projet à Nantes où on a réussi à faire sur 260 mètres carrés, mais c'est vraiment le minimum. Sinon, on ne peut pas se déployer. Il faut compter entre 800 et 900 000 euros sur une base de coque, une cellule vide, sans droit droit au bail Voilà. ou rachat de fonds de commerce potentiel. Okay. Pour ça, il faut aller chercher des crédits à la banque. Donc, on demande 250 000 euros d'apport personnel pour pouvoir accéder au projet. Ensuite, en chiffre d'affaires potentiel, aujourd'hui, on a 2 pilotes d'exploitation. On a 6 Mamat, mais on a 2 vrais pilotes d'exploitation. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un concept qui est né rapidement, c'est une évolution de parcours. Donc, on a eu la chance... J'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. J'ai expérimenté. Voilà. Et donc, j'ai attendu d'avoir un joli modèle vraiment avant de le dupliquer. Mais les 2 pilotes qui sont dans le modèle d'exploitation, il y en a un qui fait 1 800 000 euros, qui est à Amiens depuis 4 ans, en centre-ville. Et il y en a un autre qui est à Lille, qui va faire en année 2, là, 2 500 000 euros. Donc, on atteint des chiffres d'affaires qui sont assez rares dans nos secteurs. Donc, 850 000 euros... Ça, c'est l'investissement global. Entre 8 et 900, ça comprend des droits d'entrée de 40 000 euros, voilà, qui sont compris dans les 8 900 000. Ensuite, le chiffre d'affaires, c'est 1,8 million, 2 millions, on peut atteindre. Après, ça va dépendre des emplacements. En rentabilité pure de l'établissement, un bon exploitant, et j'insiste bien sur le bon exploitant, très important, peut atteindre 20% de BEF. C'est-à-dire que le BE franchisé après redevance d'exploitation. Bien, c'est très bien de préciser ça. Oui, parce que ce qui compte, parce qu'il y a des redevances qui sont de 5% des royalties proportionnelles au chiffre d'affaires et des redevances de communication qui sont de 1,5% pour la communication nationale. Et ça, les 20%, ils sont atteignables après ces redevances-là. Voilà. En dessous de 15% d'excédent brut d'exploitation, il faut vraiment comprendre qu'il y a un problème. De fonctionnement de l'établissement. Ah, donc c'est vraiment une normalité, en fait. C'est une norme. De toute façon, nous, c'est dans les Manop, c'est dans... voilà, aujourd'hui, c'est normé. La rentabilité est normée. La masse salariale d'un établissement est normée chez Mamat. La marge brute est normée chez Mamat. Et si on n'y arrive pas, ou faut essayer. Nous, on est là aussi. L'enseigne est là. Il y a des équipes d'animation qui sont là pour comprendre pourquoi, pour aider à atteindre ces normes qui sont. Voilà. Donc en dessous, en tout cas, on peut définir qu'il y a un vrai problème. Et au-dessus de 20, moi je dis attention. J'ai un de mes franchisés qui fait un peu plus, mais je lui dis attention parce que. Il ne faut pas non plus tirer trop sur le personnel et donc dégrader l'expérience client qui passe par un minimum. Voilà. Après, il y a une variabilité, ça va être le montant du loyer qui peut venir impacter, mais on peut atteindre 20% avec un loyer aux alentours de 10%. Donc c'est-à-dire que, vous voyez, pour mon établissement de Lille, je vais être très concret sur l'année 2025. On est en ce moment retraité du directeur d'établissement. Parce que, attention, un directeur d'établissement, chez moi, il coûte 80 000 euros par an. Donc, un franchisé n'aura pas un directeur d'établissement à 80 000. Donc, je retraite ce poste. On est aujourd'hui à 18% de BE avec un loyer à 180 000 euros par an. Donc, on est capable d'aller chercher des grosses valeurs locatives et de préserver la rentabilité, malgré tout. Donc, on voit que c'est hyper bien réfléchi. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tu veux que je revienne sur certains chiffres ? Non, mais ça me paraît très clair. Je vais peut-être même un peu le reformuler, mais ça veut dire que du coup, pour faire un calcul très simple, prenons des comptes ronds, un Mamat qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il doit viser les 20% de BE maximum pour, sans aller au-delà, pour pas détériorer l'expérience client. Si en dessous, il sait qu'il y a des soucis. Donc ça veut dire qu'on peut aller chercher 400 000 euros de BE.
F. Exactement. Voilà. Donc, Tout non, à non, fait. c'est très. De toute façon, je dis aux gens aussi, je reprends la caméra, mais si vous avez des questions, si ça vous paraît pas clair, vous pouvez aussi poser vos questions directement en commentaire de YouTube et je me ferai un plaisir de vous répondre directement à tout ça. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, non, mais c'est très, très clair. Et le BEF, peu de franchiseurs aussi en parlent comme ça. Et je te remercie, Maxime, pour cette transparence. Donc, ouais. Après, quand on ira plus loin, on parlera aussi de cash flow franchise, on Oui. parlera de retour sur investissement. Voilà, tout ça, c'est des chiffres qui sont très importants quand on fait le choix d'une enseigne. Et nous, tout ça, c'est très, très codifié déjà chez Mamat. Eh ben, génial. Donc ça, c'est typiquement, vous prenez un rendez-vous. Ça permettra aussi de poser ces questions, de creuser le sujet. Mais déjà, dans les grandes lignes, c'est déjà très clair. Donc super. Donc aujourd'hui, Mamat, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, 6... Voilà, on a 6 établissements et on a 2 vrais pilotes d'exploitation qui correspondent au modèle qu'on duplique maintenant. D'accord, ça marche. Et donc, des ouvertures dans les tuyaux, là, Ouais, j'imagine. alors on a des réservations de zones d'exclusivité qui ont été faites. Donc évidemment, entre une réservation de zone et une ouverture, il y a 2 étapes fondamentales qui est, la recherche des locaux, parce que on n'ira pas prendre de risques chez Mamat, on va aller chercher le meilleur local au meilleur endroit. Et puis après, il y a l'étape du financement qu'il faut passer, mais aujourd'hui, on a 4 à 5 réservations de zone qui ont été signées, donc on a des projets dans les tuyaux. Ouais. Génial. Donc aujourd'hui, tes objectifs en termes de développement, on va parler peut-être que du territoire français pour l'instant, Ouais. mais tu vises combien de Mamat à terme et quelle est la typologie de ville sur laquelle tu peux envisager de t'implanter? Alors, je vais pas te parler du à terme, parce que le à terme, c'est dans 20 ans. Oui. Non, mais en fait, voilà, encore une fois, ça, c'est important. Moi, je suis fondateur d'enseigne. Oui. C'est toute ma vie. Je suis là pour m'inscrire dans la durée. J'ai pas de projet de revendre à un fonds d'investissement dans 4 ans. Donc, voilà, le à terme est dans très longtemps. Par contre, comme tous, on écrit des plans de développement parce que les investissements sont dirigés en fonction. Nous, on a à 5 ans ouvrir 30 Mamat. D'accord. Voilà. 30, c'est à la fois ambitieux mais raisonnable pour de la franchise. Si on peut faire un peu plus parce que ça se passe bien, on fera un peu plus. Et si on doit faire un peu moins parce que derrière, il y a toute une machinerie qui doit suivre. Notamment, nous, on a un laboratoire central de fabrication qui doit évoluer en même temps que le concept. Eh ben, on ralentira. On n'est pas dans la course à l'échalote. On veut faire des gros bébés. Okay. On veut des franchisés qui gagnent leur vie. Parce que si les franchisés gagnent leur vie, le franchiseur gagnera sa vie, il aura les moyens de se développer, d'animer mieux. Voilà, c'est un cercle vertueux si c'est bien fait. Mais on vise, voilà, on a écrit une trentaine à 5 ans. En termes de zones d'exclusivité, on a toutes nos zones d'exclusivité sont parfaitement définies, puisqu'on a fait une étude de reproductibilité du concept. Et ça, c'est très, très important. On a identifié les facteurs de réussite des magasins qu'on souhaitait dupliquer. Et on est allé chercher toutes les zones sur le territoire national qui pouvaient avoir les mêmes facteurs, ce soit en nombre d'habitants, les catégories CSP, le taux d'emploi, le taux de retail, le flux piéton, les étudiants. Voilà, tout ça, on est allé du coup définir nos zones d'exclusivité comme ça. Ok, donc hyper intéressant. Donc tout ça, c'est prêt. Précis. C'est prêt, c'est précis. Donc un candidat qui est intéressé pour implanter un Mamat, il aura toute une étude, tous les éléments à sa connaissance pour pouvoir bien s'implanter. Exactement. Ok, super intéressant. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le franchisé impliqué, le franchisé sérieux. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Quel est pour toi le profil type idéal de candidat et qui tu ne veux pas non plus chez Mamat et tu ne veux pas intégrer? Comme ça, tout le monde gagnera du temps pour ceux qui envisagent de candidater justement. Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut comprendre pourquoi j'en suis venu à ce modèle de franchise et à vouloir développer du franchising. La première chose, c'est que moi, j'ai eu jusqu'à 6 magasins en propre. Okay. Je suis un taré de l'exploitation. C'est-à-dire que sur mes marchés, petite anecdote, j'étais tout seul, je fabriquais la nuit. Tout seul dans mon appartement, parce que c'est un appartement que j'avais transformé en fournil, et j'allais vendre mon pain et mes viennoiseries le jour sur les marchés. Si j'arrivais en retard sur mon marché, j'allais être en retard pour m'installer et tout mon stand ne sera pas tout à fait prêt avant mes premiers clients. Comme j'avais beaucoup de clients, je savais que si j'avais pas mis la moindre dernière étiquette sur mon produit,
ça me rendait fou malheureux. Hein. Je le vivais très mal. Hein. Et donc, si je savais qu'à 3 heures du matin, j'étais en retard, moi, ça m'arrivait de m'effondrer, de pleurer, tout seul hein, dans mon labo parce que j'étais en retard. Donc, pourquoi j'explique ça? Parce que à partir de 3-4 établissements en propre, j'ai commencé à voir que l'exploitation était moins bonne que quand c'était moi. Même si j'avais des gens bien qui m'épaulaient, des directeurs, mais je me suis dit, c'est pas possible. Le fondement même de l'enseigne, c'est l'amour du client, c'est ma ligne rouge. C'est ce qui nous a fait réussir jusque-là. L'argent, c'est que la conséquence d'un bon travail. Ça, c'est vrai. Voilà, et c'est pas l'objectif. Et au bout de 4 établissements, j'ai vu mes magasins qui commençaient à être mal exploités. J'ai vu des avis clients qui commençaient un peu à être... On peut pas être parfait. Hein. Ça, je l'ai compris avec les années. J'ai aussi fait un travail sur moi. Mais je me suis dit qu'un magasin ne sera jamais aussi bien tenu que par son patron. OK ? Donc, j'ai découvert cet univers de la franchise et j'en suis tombé amoureux parce que je veux des patrons exploitants. C'est-à-dire que je ne veux pas d'investisseurs. Okay. Des gens qui disent, moi, je veux m'aider pour faire du fric. Ça ne m'intéresse pas. Je veux des gens qui fassent de Mamat leur projet de vie. Okay. Voilà. Et c'est à ces conditions qui, à mon avis, qui réussiront bien, qui performeront dans leur entreprise. Et c'est à ces conditions qu'on pourra envisager un développement de Mamat si jamais ils veulent en ouvrir un deuxième ou un troisième. Okay. Au contraire, je serais très pour, mais on mettra toute une structure managériale qui permettra de le faire, mais il faudra de toute façon avoir réussi et exploité dans sa première. Okay. Et ça, c'est très important parce que, vous savez, il y a des chiffres, hein, les chiffres ne mentent pas. Un magasin en succursale, il est en moyenne 20 à 30% moins performant qu'un magasin en franchise, que ce soit en chiffre d'affaires ou en rentabilité. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui ne sont plus dans leurs affaires. Donc, si c'est pour reproduire un modèle de franchise avec des gens qui ne sont plus pas dans leurs affaires parce que c'est juste des investisseurs, c'est pas ce que je souhaite. Ça dégradera le positionnement de l'enseigne, la qualité de l'enseigne et donc le réseau dans sa globalité. Parce que il faut faire très attention. Quand vous vendez une enseigne à un candidat à la franchise, il vient pour des valeurs, il vient pour une rentabilité, certes, mais il vient pour tout un tas de choses qui ont fait la réussite des pilotes, notamment une exploitation. Si jamais vous commencez à faire n'importe quoi avec d'autres candidats, en fait, la notoriété locale peut être contagieuse en national et c'est vraiment à contrôler ce genre de choses. Donc voilà, qu'est-ce que je veux ? Je veux des gens qui sont dans leurs affaires. D'accord. Ça, c'est une première chose. Il n'y a pas besoin d'être technicien pour être franchisé chez Mamat parce qu'on a simplifié les opérations et on a un laboratoire central. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des boulangers, des pâtissiers. Par contre, il faut être manager. D'accord. Il faut être profondément humain. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une chose, hein, tout ça, c'est des projets d'hommes. Hein. Moi, j'ai pas envie de signer avec des gens avec qui ça va pas bien se passer. J'ai envie de signer avec des gens qui ont les valeurs de Mamat, qui ont envie de rentrer dans ce réseau à développer, parce qu'il y a aussi cet effet pionnier qui est intéressant en tant que jeune réseau. Et je veux par contre, Mamat, c'est entre 10 et 20 personnes en fonction du chiffre d'affaires. Donc, il faut être quand même un peu leader. Faut être totalement leader dans sa manière d'être. Et il faut avoir une appétence au management et à l'humain développé pour pouvoir réussir. Parce que le plus gros facteur de réussite, ce sera le leadership et le management. Ok. Voilà. Et j'ai toujours dit, je dis à mes candidats quand je les reçois, il y a 2 métiers chez Mamat. Le premier, c'est s'occuper de sa team. Et le deuxième, c'est s'occuper de ses clients. Et je mets la team avant les clients. D'accord. Pourquoi ? Parce que si tu t'occupes bien de ta team s'occupera bien de tes clients. C'est une conséquence, effectivement. Et c'est la condition de la réussite de base. Okay. Donc voilà, on est sur un persona de gens qui ont envie d'entreprendre dans un réseau, d'adhérer à des valeurs, à des gens qui savent que on sera plus fort ensemble que tout seul. C'est pour ça aussi que dans la franchise, nous, on donne l'exclusivité d'approvisionnement et l'exclusivité d'activité. Okay. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire un Mamat, un Burger King, un machin. Non, enfin, tu fais du Mamat, tu vas te développer au sein de Mamat et nous, on va favoriser ça, mais tu ne feras pas autre chose. Par contre, et on demande aussi l'exclusivité d'approvisionnement dans les produits,
Pourquoi ? Parce que c'est la force d'un réseau. Oui. Plus on achète ensemble, plus on achète fort, plus on est fort. Par contre, je mets aussi une clause. Alors là, je vais rentrer dans les trucs un peu techniques du contrat, mais si par exemple, il y a un fournisseur qui vient te voir, qui te propose un truc 20% moins cher que ce que moi je le propose, je suis dans l'obligation d'étudier ce fournisseur et potentiellement de le référencer pour le réseau. Et c'est ça le gagnant-gagnant et l'équilibre, je pense. Donc voilà, on est dans cette philosophie en tout cas. Donc des gens qui exploitent, excuse-moi, j'ai un peu dérivé, mais moi je parle beaucoup, Geoffrey. Non, mais je veux des gens qui exploitent, des gens qui ont des valeurs réseau importantes, des gens qui ont quand même des antécédents dans le management ou qui ont un humain bien développé, des valeurs humaines. Pourquoi ? Ça, j'aime bien le mot commerçant. Parce que le commerçant, un bon commerçant, c'est forcément un bon mec. Parce qu'en général, il rayonne quelque chose dans son commerce. Et si c'est un bon mec, il saura manager. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de management. Si tu es bon avec les autres, le reflet du miroir, souvent les gens seront bons avec toi, ils se donneront pour son projet. Il faut être juste. Voilà. Exactement. Pas trop bon non plus, parce que des fois on peut se faire avoir aussi. Faut savoir, attention, il y a un cadre, évidemment. Mais évidemment. Le bon management, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup de bon sens. C'est beaucoup de bon sens. Et être juste avec les gens, et ils nous le rendent bien. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour ces explications, c'est très clair. Tu cherches, si je devais résumer, des franchisés passionnés. Oui, pas forcément du métier, mais des franchisés qui ont envie de... Alors là, je le vois dans mes profils que j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup de reconversions professionnelles. Oui. De gens qui trouvent plus de sens dans leur job. Parce que quand tu fais... comme on a... alors ça, c'est presque de la philosophie, mais comme on a rendu les travails monotâches maintenant... Oui. Tu dois faire ça, mais tu dois être excellent là-dedans. Mais tu feras que ça. Ouais. Par contre, tu sais pas ce à quoi ça sert, ce que tu fais. Et donc, on perd le sens de l'action. Donc, des gens qui sont en quête de sens. Et je le vois dans ces profils-là, c'est des gens qui ont envie d'entreprendre parce qu'ils se disent, je l'ai fait toute ma vie pour quelqu'un, maintenant j'ai envie de le faire un peu pour moi. Donc ça, c'est... Voilà, il y a cette volonté d'entreprendre, de créer quelque chose et de s'y investir par contre pleinement. Ça, c'est pour moi, la condition indispensable pour rentrer chez Mamat. Ça marche. Et donc, quelqu'un qui passe, on va dire, les critères de sélection, quelqu'un qui va vraiment être en adéquation avec ta marque, avec le concept, et avec toi aussi, c'est pour ça que c'est important pour moi de moi et mes équipes, parce qu'aujourd'hui... Mais avec le fondateur, c'est important d'être aligné, on le sent tout de suite, même au travers des premiers contacts, etc. Comment, du coup, une fois qu'on devient franchisé Mamat, quel est son quotidien ? Comment on s'épanouit ? Voilà, je sais. Alors, je réponds un peu à ta question parce que je sais que c'est un élément sur lequel je vais insister, mais par exemple, je sais que ton concept, souvent, tes Mamat ferment à 20h. Donc, c'est quelque chose qui est très recherché, quand même, l'équilibre aussi vie pro, de ne pas terminer à point d'heure le soir. Mais quels sont tous ces éléments-là qui font qu'un franchisé Mamat s'épanouit une fois qu'il a passé le cap, en fait ? Déjà, chacun a un épanouissement qui est très différent en fonction de ce que ça, c'est propre à chacun, l'épanouissement. Oui. On dit souvent l'équilibre privé-perso, il est le même pour personne. Donc, voilà. Après, même si effectivement, nous, on n'est pas ouvert le soir, on reste dans l'univers de la restauration, il y a 15 personnes à gérer, ça reste des métiers qui sont très prenants, et on ne vient pas chez Mamat pour se reposer, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il y a des gens qui vont réussir à déléguer, parce que ça, c'est très important, à fédérer autour de soi une équipe et à pouvoir s'accorder une vie. Il y a des gens qui auront plus de mal. C'est vrai aussi, il faut le dire, parce que ils vont pas réussir à déléguer de la confiance, parce que souvent, c'est une question de confiance aussi, avec ces équipes. Mais voilà, il faut aimer les gens, c'est une obligation. Parce que la plupart de son temps, on passe à recevoir des clients et à faire plaisir, parce que c'est quand même la vocation de l'enseigne, et à manager les collaborateurs. Donc, on est toujours dans l'humain. Donc, si on n'aime pas, si on est comptable dans sa tête, on peut être comptable et aimer l'humain, mais si on est dans sa tête très comptable, c'est pas le métier qu'il faut faire. Voilà. C'est très exigeant. Il y a toujours 2 temps aussi. Il y a le temps du lancement de l'activité, qui est un temps où les organisations, il faut qu'elles se trouvent. Il faut avoir une équipe qui se stabilise. Et là, on vit Mamat, matin et soir. Enfin, voilà, c'est 12 heures par jour dans son commerce. Voilà, après, les gens qui
qui nous écoutent et qui ont un projet de création d'entreprise, je pense que c'est pas des gens qui ont envie de se reposer. C'est des gens qui ont envie de créer. Donc et puis après, il y a la deuxième phase qui va être la phase de normalité, de normalisation, où là, un bon leader, un bon manager, il va être capable de s'entourer, de déléguer certaines tâches et d'être toujours dans l'opérationnel et dans le management, mais normalement pas prisonnier de son magasin. Vous savez, il y a, je sais plus qui disait ça, mais j'ai lu un jour un texte qui disait si ton entreprise dépend de toi, alors tu n'es plus chef d'entreprise, tu n'es plus dirigeant d'entreprise, tu es salarié de ton entreprise et tu as le pire des patrons, c'est toi-même. Oui, aussi. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une organisation saine, on doit arriver à se faire autour de soi une équipe. Moi, j'y arrive très bien avec certains de mes établissements. À Lille, j'ai une directrice incroyable. À Amiens aussi, et ça marche très bien. Voilà. Et ça, de toute façon, si derrière, demain, quelqu'un veut entreprendre avec un deuxième ou un troisième, ça va être forcément des choses à mettre en place. Oui, bien sûr. Mais après, ce que je veux dire, c'est que c'est important que les gens le comprennent parce qu'on a tous, toi comme moi, franchi le cap à un moment donné. On peut très bien être 12 heures par jour dans son activité et pas avoir l'impression de travailler. Mais ça, si on prend du plaisir. Ouais. Vous savez, je fais souvent. Alors, je dis vous parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Mais oui, normalement, c'est un podcast, c'est une discussion. Tu sais, Geoffrey, quand on a une passion dans la vie, il y a des gens, c'est le sport, il y a des gens, c'est le dessin, des gens. On peut y passer 15 heures par jour, on n'a jamais l'impression que. Et on voudrait rester plus. Donc, tout dépend. Si on aime ce qu'on fait, le travail. Moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie. Mais c'est pour ça aussi que. Tu vois, je suis sorti de l'exploitation des magasins parce que je l'ai fait pendant 10 ans, je l'ai très bien fait, mais je l'ai fait à un prix où moi, je me mets tellement de pression sur moi-même parce que j'ai tellement des standards d'exigence qui sont élevés que c'est venu me peser et je ne suis plus un bon dirigeant de magasin. J'ai une très bonne vision, je sais coacher un dirigeant, mais pourquoi ? Parce que je peux mettre de la pression négative à mes équipes, parce que je mets des niveaux d'exigence qui parfois sont trop élevés. D'accord. Et aujourd'hui, je prends du plaisir. J'adore mon travail parce que je l'ai orienté, moi personnellement, vers le développement, la conception, l'architecture, la performance de l'enseigne. Moi, mon job est 3, la recherche de nouvelles solutions pour Mamat qui va soit améliorer sa performance, soit améliorer sa qualité, son expérience client. Ça, aujourd'hui, donc je m'éclate et je peux, au grand malheur de ma famille, de ma femme parfois, mais je peux passer des heures, je ne vois pas le temps passer. Ouais. Et si on aime les gens et si on aime recevoir, et je fais souvent le parallèle avec l'hôtellerie, la maison d'hôte, où on aime recevoir des gens chez soi, passer du temps avec des clients. C'est ça, fondamentalement, le métier de Mamat. C'est aimer. Tu vois, tout à l'heure, on était au café et quand je suis sorti, il y avait un monsieur tout seul qui était en train de déjeuner. Je lui dis « Bon appétit, monsieur, voilà. Profitez bien. » Eh bien, c'est ça, en fait. Faut aimer faire ça. Exactement. Et là, effectivement, le temps passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est ça. Et c'est important de dire, voilà, parce que tu insistais sur, effectivement, on fait des heures, je le vois, même moi, sur les personnes que j'accompagne, ça prend du temps. Mais la fatigue, elle n'est pas liée forcément. Non. Le temps qu'on passe. Moi, je vois des gens qui ont un travail très classique, 7 heures par jour, 5 et qui sont épuisés. Et une fois qu'on lance un projet entrepreneurial, ou même ils le font en parallèle de leur activité actuelle, mais ils ont une énergie qui est renouvelée. Ils se lèvent le matin frais comme des gardons, etc. Et pourtant, ils ont plus d'heures encore à consacrer. C'est marrant ce que tu dis. Voilà. Je vais te donner une autre anecdote. Je pense que tout le monde a eu ça à un moment donné. Tout le monde a ça dans sa vie. Il y a des matins où tu sais que tu as des journées un peu... t'as pas envie de te lever. Tu sors pas du lit. C'est dur. Tu as l'impression d'être encore fatigué. Ouais. Et les matins où tu sais que tu as une journée que tu vas kiffer, bizarrement, tu es réveillé 20 minutes avant le réveil. C'est ça. Et ça, on l'a tous vécu. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une dimension très psychologique là-dedans. Et oui, effectivement, il faut aller vers ce pourquoi on est fait. Je dis toujours, d'ailleurs, on est tous pour être bon dans quelque chose. On a des aptitudes. Et ça, il faudrait le revoir même à l'école. Parce que si on s'attachait à savoir ce pourquoi le gamin il était fait, plutôt que d'essayer de il prendrait du... On a tous des aptitudes de base. Si on trouve ce pourquoi on est fait, on sera bon et on prendra du plaisir. C'est pour tout le monde pareil.
Pour tout le monde, pareil. Peu importe, hein, je reviens au comptable. Si t'es né, si t'aimes lire, si t'aimes être dans les chiffres, si t'aimes être un peu isolé, que t'aimes... Ben, c'est des voies que tu peux aller chercher. Par contre, si t'es comme ça, va pas chez Mamat, fais pas du commerce. Voilà, on est commerçant. Et le commerçant, c'est l'aptitude aux autres. C'est l'appétence à l'homme et c'est de l'intelligence humaine et émotionnelle. C'est ça, les vraies qualités. C'est les qualités qui sont intrinsèques, quoi. Et justement, tu as un exemple concret d'un franchisé ou d'un futur franchisé là, qui tu sens se révéler, enfin une success story, alors déjà actuelle ou en devenir, voilà, qui pourrait parler aux gens qui nous écoutent, voilà, quelque chose de concret sur quelqu'un qui s'est transformé en devenant franchisé. J'en ai une très très bonne. D'accord. J'ai Thierry. Thierry, c'était mon directeur de mes 4-5 succursales. Ouais. Qui était directeur chez moi depuis 3-4 ans, qui un jour m'a dit, Maxime, j'ai envie d'entreprendre. C'est un restaurateur à la base. J'ai envie d'entreprendre. Voilà, il avait déjà eu un échec. Il avait déjà entrepris seul par son passé. Il avait eu un échec. Et puis, il s'est retrouvé entre deux eaux. Moi, je le connais historiquement depuis des années parce que c'était quelqu'un que je connaissais, peu importe. Et il est rentré dans mon réseau et il a dirigé. Il a fait plein de trucs très, très, très bien. Mais il faisait pas performer mes boîtes. Il faisait 12, 13 de BE. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses. Hein. Et j'avais cette frustration parce que je savais que le modèle allait aller plus loin. Et puis il m'a dit, je veux entreprendre, mais par contre, je veux le faire qu'avec Mamat. Je dis, ok Thierry, par contre, t'es à Amiens, je peux pas ouvrir de nouvelles, donc on sortait de Covid, nous, on avait besoin d'un peu de cash, je te cède 2 de mes magasins. Et donc, c'est devenu mon franchisé amiénois sur 2 de mes magasins. Il est passé de 12 de BE à 20 de BE. Okay. Première année de franchise. Les mêmes magasins, les mêmes services, les mêmes produits. La même personne. La même personne. Oui. Déjà, il s'est concentré sur ses magasins, la première chose. Et il travaillait pour lui. Donc, il était animé différemment, forcément. J'ai des fournisseurs qui m'appellent, qui me disent, Maxime, depuis que c'est Thierry qui paye, j'ai du mal à lui claquer 100 € de produits. C'est plus pareil, c'est beaucoup plus... Par contre, mais parce que quand on travaille avec ton argent, c'est complètement différent. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, il est heureux, il prend du plaisir, il s'épanouit, il fait de l'argent, la conséquence. Et voilà. Et c'est un bon exemple parce que je pense que quand il était au sein en tant que salarié chez moi, même si... Attention, il s'est beaucoup investi. On a ouvert Lille, on a eu des galères. Il est resté là-bas. On était à 200 km. Merci Thierry, d'ailleurs, si tu entends ce podcast. Il s'est beaucoup investi dans Mamat. Mais c'était pas son business. Et ça change fondamentalement les choses. Donc ouais, là, c'est un très bon exemple. Même lieu, même personne, même business. Juste le fait de travailler pour soi. Attention, hein. Il est en train de faire 14% de progression sur des établissements qui ont 4 ans. Oui. Ce qu'il n'arrivait plus à faire, ce qu'on ne faisait pas quand il était directeur. Ouais. Voilà. Donc, et là, ça montre aussi, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de BE potentiel. Parce qu'on dit souvent, j'achète un concept, ça va me faire le business. Non. Le concept, c'est 50-50. Oui. Effectivement, il faut un bon concept, une belle énergie, un bon positionnement au bon moment. Il faut tout ça, c'est une évidence. Mais si vous avez le meilleur concept, et si vous avez des chefs dans l'exploitation, ça marche pas. De toute façon, si le concept faisait tout, il n'y aurait même pas besoin de faire des franchises. Non, mais vous savez, on a tous autour de chez soi un petit resto, un peu crade, plus cher que le marché, mais le patron, il est dedans et en fait, il fait venir tout le monde parce qu'il vient pour... Voilà, on a tous ça autour de nous. Oui. Et le restaurant, il surperforme alors que tu payes trop cher, que tu es mal assis, que c'est un peu sale. Mais moi, j'en ai un à côté de chez moi et j'y vais très souvent parce que je vis une expérience. Oui. Et on est là pour ça, pour faire vivre des expériences. Alors évidemment, peut-être pas à ce niveau, parce qu'il faut pas que encore une fois, il faut pas que l'entreprise dépende que du patron. Bien sûr. C'est très important. Mais il faut que l'organisation, le management, tout ce qui est mis en place dans l'affaire fasse performer, parce que sinon ça fonctionne pas. Ouais, toi, en tant que franchiseur, tu vas donner tout ce que tu peux au niveau du concept pour que ça puisse performer, mais il faut la bonne personne qui respecte. Nous, on va tout donner. Voilà. On va amener le produit, on va amener le concept. On va amener le concept, l'offre globale du marketing du concept. Donc ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur, la Bible et tout. Et après, on va amener aussi un système de franchise qui est dédié 100% à la réussite du candidat, avec des équipes d'animation, des programmes de formation renforcés, un suivi opérationnel, des comparaisons. On va
voilà, on est là pour vraiment la réussite parce que, encore une fois, comme le franchiseur ne se rémunère, ne gagne de l'argent uniquement que sur la royalty proportionnelle. En tout cas, c'est comme ça chez Mamat. C'est-à-dire que je ne prends pas 20% sur les travaux, 20% sur les produits, 20% sur les marges. Chez Mamat, je ne gagne de l'argent que sur la royalty proportionnelle au chiffre d'affaires. Ouais. Ça veut dire que plus tu fais... Et là, on est en partenariat gagnant-gagnant. Plus tu fais de chiffre d'affaires, plus je gagne de royalty. Plus je gagne de royalty, plus je développe mon réseau. Ouais. Plus je renforce l'animation. Meilleur je suis dans mes achats. Et ensuite, toutes les autres redevances, elles sont donc la redevance de communication, les marges arrière qui sont prises sur les produits, qui sont capées et qui servent à financer le service de logistique. Vous voyez, tout ça, et tout ça, c'est très transparent. On met des commissions de dialogue chaque année avec des... et tout ça, on travaille ça avec nos franchisés. Donc ça, on l'a mis en place, malgré qu'on soit une jeune franchise, parce que je travaille avec le meilleur des meilleurs dans la franchise, et je vais me permettre de citer son nom, c'est Thierry Borde, et l'Institut national du franchising. Voilà, allez découvrir vraiment cette personne, parce que vous allez avoir aussi un regard un peu différent. Et voilà, et parce que si j'ai vous savez, il y a des gens qui disent, moi, je vais être le plus gros vendeur de pizza de France, moi, je vais être le leader de mon secteur. Non, moi, je veux pas dire ça parce que j'ai pas cette prétention, on verra. Je veux pas dire que je veux pas le faire, mais on dit toujours, ouais, mais jusqu'à combien tu vas aller? Je dis, je vais pas te donner de nombre parce que donner un nombre, ça veut dire donner une limite. Oui. Mais pas plus que ce que les valeurs de l'enseigne pourront absorber. D'accord. Ok. Ça, c'est très important. Par contre, si je peux avoir une ambition, c'est d'avoir le meilleur système de franchise. D'accord. Ou être parmi les meilleurs systèmes de franchise. Okay. Les plus équilibrés, les plus gagnants-gagnants, parce que je ne conçois la franchise que comme ça. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On sent en tout cas une vraie volonté d'être sélectif sur les gens que tu veux faire entrer dans le réseau. Par contre, l'impression que ça donne, c'est qu'une fois qu'on passe les mailles du filet, tout sera fait pour qu'on réussisse. Il y a une transparence totale. Il y a un système gagnant-gagnant qui est mis en place pour la réussite du franchisé, parce que la réussite du franchiseur doit passer uniquement par la réussite du franchisé. Voilà. Mais toutes les plus belles enseignes, celles qui ont réussi à passer, parce qu'il y en a plein des enseignes, hein. Il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, il y en a beaucoup, on n'en parle pas. Hein. Des réseaux, il y en a 50% qui n'existent plus, qui vont mourir dans les 3 ans. Mais toutes celles qui ont réussi, c'est celles qui ont eu des partenariats équilibrés. Voilà. C'est la base de la franchise en même temps. Normalement, c'est censé être ça. C'est le concept gagnant-gagnant. Exactement. C'est ce que j'aime. Mais il y a pas mal de dérives. Mais c'est pour ça que mon but, c'est d'interviewer les bonnes enseignes aussi, d'en parler, d'être complètement transparent avec les gens, de savoir quelle enseigne sélectionner, parce que je suis un amoureux aussi du modèle de la franchise quand il est bien fait. Exactement. On est bien d'accord. Pour terminer, j'avais encore une petite question avant la conclusion. Au niveau de ta vision, parce que tu parlais de la vision, quelles sont un peu les nouveautés là que tu as dans les tuyaux, les trucs un petit peu, peut-être que tu peux nous dévoiler là maintenant, qui vont sortir chez Mamat et qui vont être hyper intéressantes pour tes clients comme pour tes franchisés? Alors, nous, on est... D'ailleurs, je vais souvent un peu trop vite, on me le reproche, parce que j'ai beaucoup d'idées, comme beaucoup de fondateurs d'ailleurs. Mais il faut qu'on y aille à la taille de ce qu'on est. Là, on sort la digitalisation globale. On avait déjà pas mal digitalisé, mais là, on vient de mettre des bornes de commande chez Mamat, avec un système de fidélité intégré, où on peut aussi travailler sur le cash flow. On peut aussi, par exemple, proposer aux gens de dire cagnotte 50 €, je t'offre 5, et puis comme ça, tu viens sans argent, ou tes enfants y viennent, et machin. Donc, ils n'ont plus besoin après de moyens de paiement chez nous, ce qui permet, aux franchisés d'avoir de la trésorerie en amont. Oui. Et puis, un client, quand il a 50 € dans un compte quelque part, il y a un taux de récurrence qui est beaucoup plus important, parce qu'il va là où il a de l'argent en compte. Donc ça, c'est des choses, mais ça... À la rigueur, ça, parce que je suis un passionné d'amélioration continue aussi, et moi, je considère que quand quelque chose est bien, on peut toujours être meilleur. Donc, il y a aussi, on va travailler sur notamment l'absorption du flux. Ça, c'est très important. Tout le monde a vu le film The Founder. J'ai adoré ce film. J'adore ça. Oui. Créer les lignes de vente, les lignes de travail pour que ce soit le plus optimisé possible, pour être les meilleurs possibles, pour qu'on puisse consacrer l'énergie vraiment aux clients. Après, là, on est en train de refaire toute notre offre produit.
Ok. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses. Parce que, voilà, il faut suivre. Les tendances vont vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les tendances vont très, très vite. Hein. Donc, il faut les suivre et il faut essayer d'être bon là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? J'aurais envie de réinventer le système de service de la boulangerie. J'ai des idées, je peux pas en parler tout de suite. Je veux pas aller trop vite. J'ai eu tendance par le passé à être trop tôt par rapport au marché parce que il y a time les to idées. market, c'est important. Voilà, aussi d'implanter, j'ai pu avoir cette tendance à aller trop vite dans des choses et disrupter un peu trop tôt. Aujourd'hui, c'est très bien, mais faire ce que j'ai fait il y a 4 ans, quand j'ai mis 100 places assises, un buffet à volonté, en 2019, les gens n'étaient pas prêts à ça. Par contre, ce que j'ai fait en 2019, aujourd'hui, ça explose. Voilà. Donc, il faut faire des choses tout le temps et on est toujours en action. Mais voilà, time to market, comme tu Et dis. c'est l'intérêt aussi de la franchise, c'est que tu peux quand même t'épanouir toi en tant que visionnaire et vouloir tester dans des unités pilotes, Bien sûr, voir ce que ça donne avant et le Évidemment. déployer chez les franchisés évidemment. quand le marché répond Bah là, les bornes de commande avec le système de fidélité intégré, il est déployé à Lille depuis 6 mois. On a attendu on a analysé et maintenant on le déploie dans tous les magasins. Mais évidemment, bah ça c'est la force du réseau en fait. Hein. C'est que vous avez du marketing, vous avez des choses que en tant qu'indépendant vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas non plus des gens qui sont dédiés à penser à ça toute la journée. Quand on est dans son exploitation, on est dans son exploitation quoi. Hein. On peut pas aller aussi loin que. Et ça c'est la force des réseaux effectivement. On va devoir conclure, on pourrait parler pendant des heures. Moi, je pourrais parler pendant top. des heures. Juste petite dernière question à la conclusion, mais très importante. Pourquoi Mamat? Oh, Le nom. il y en a pour 5 minutes de plus. Si tu peux me le faire en 30 secondes. Ok. Ça s'appelait Maxime. Ouais. Maxime, c'était parce que je faisais la bise à 300 clients par jour dans ma première boulangerie. Ok. Donc les gens venaient pas à la boulangerie, ils venaient chez Maxime. D'accord. Et ensuite, quand j'ai voulu me déployer un peu plus rapidement, j'ai dit, on a fait des recherches d'antériorité avec des avocats et on a dit, Maxime, ça passera pas. Il faut trouver un autre nom. Donc, on a fait un énorme concours sur les réseaux sociaux pour chercher notre nom. Oui. Finalement, c'est ma grand-mère qui m'a appelé un jour à 7h du matin et qui dit, ce sera Mamat. On avait offert un voyage en Grèce à nos abonnés qui trouveraient. Et finalement, ma grand-mère a dit, ça te coûtera qu'un voyage en Alsace, qui est sa terre natale. Oui. Et en fait, Mamat, c'est le surnom de ma grand-mère depuis qu'on est tout petit. Ok. Et pourquoi c'est devenu tout de suite une évidence quand elle m'a dit? Parce que je venais de perdre ma maman. J'ai plus que ma grand-mère aujourd'hui au-dessus de moi. Donc c'était important qu'il y ait quand même une histoire qui me... Et puis, quand j'avais ma première boulangerie, je faisais les tartes de Mamat. Je l'utilisais déjà un peu comme marque. Ma grand-mère, c'est la générosité. Vous êtes invité, elle fait 4 tartes, on est 2. Et mon frère, qui a un restaurant gastronomique, fait la blanquette de Mamat. Ouais. Donc c'était déjà une marque. Ça sonne bien, il y a une histoire. Et du coup, je suis allé en Alsace avec ma grand-mère, ce que j'avais jamais fait. On a fait les résultats du réseau social en vidéo avec ma grand-mère en Alsace aux abonnés. Enfin voilà. Voilà pourquoi Mamat. Eh ben, top. Merci Maxime. Un dernier mot peut-être que tu pourrais dire aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui là se disent oui, s'ils sont encore en train de regarder ou d'écouter, c'est qu'ils sont vivement intéressés. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Alors, en je quelques mots? vais vous regarder. Je pense qu'il y a vraiment 2 choses quand vous êtes en recherche d'enseigne. Il faut regarder le concept, mais il faut regarder ce qu'il est aujourd'hui, mais où est-ce qu'il veut aller demain? Parce qu'il y a des franchisés qui ont choisi un concept un peu rapidement à un moment donné et ils n'ont pas vu la vision. Ils ont fait... Et puis, il y a le concept, mais il y a le système de franchise qui est très, très important. Les équilibres du DIP, du contrat, qu'il va falloir vraiment regarder dans le détail. Donc, voilà, allez bien en profondeur dans tout ça. Et puis, vous pouvez m'appeler si vous voulez aussi. Je suis là pour ça. Merci infiniment, Maxime. Merci C'était Geoffrey pour ton invitation. Intéressant. Merci à vous d'avoir regardé ou écouté cette émission. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochains épisodes. Vous avez tout ce qu'il faut en description, les liens pour candidater, pour prendre rendez-vous ou avoir plus de renseignements sur la franchise en général. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de Franchiser le Cap. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, commenter et partager si elle vous a été utile. Vous pouvez découvrir une autre vidéo juste ici en haut à droite. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, profitez de ma masterclass offerte pour devenir franchisé et changer de vie. Le lien est juste en dessous, dans la description et le premier commentaire.